Oui, salut peuple camerounais, salut chers combattants pour la justice sociale au Cameroun. Une fois de plus, j'ai le plaisir de renouer avec vous et aujourd'hui, c'est vraiment une édition très spéciale. C'est d'ailleurs une édition que je n'avais jamais pensé faire, mais vu l'actualité politique et vu ma prise de position sur certains faits, sur l'échiquier politique camerounais, euh, j'ai pensé qu'il était très important à ce moment que je puisse m'expliquer au peuple camerounais. Parce que pour beaucoup qui me suivent, ils connaissent tout au moins la casquette que je porte dans la société. Je suis un éclaireur d'opinion et parfois mes prises de position pourraient dérouter certaines personnes. Donc, c'est par respect pour ces personnes que j'ai décidé de faire cette édition très spéciale. Et d'ailleurs, je voudrais porter à l'attention de tous ceux qui sont des suiveurs de M. Maurice Kamto. Abstenez-vous de regarder cette vidéo. Ça ne sera pas bon pour vous. Parce que je n'ai pas l'intention, à travers cette vidéo, de vous convaincre de penser autrement. Ceux-là que je suis en train de cibler, c'est ceux qui m'ont posé énormément de questions, qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je suis contre M. Kamto. Pourquoi est-ce que, en tant qu'éclaireur d'opinion, en tant que clergé, pourquoi est-ce que j'ai des prises de position qu'ils jugent assez dures envers M. Kamto. C'est pour eux, c'est pas pour la masse du MRC. Donc, je voudrais vraiment vous conseiller et je voudrais, si possible, vous interdire d'ailleurs de suivre cette vidéo parce que ça ne sera pas bon pour votre santé. Parce que les choses que je vais apporter à l'attention des Camerounais seront vraiment révélateurs. Et d'ailleurs, c'est des choses que nous avons déjà tous vues. Mais beaucoup n'ont pas prêté attention. Parce que, vous savez, c'est pas tout le monde qui pense de manière profonde sur l'actualité politique. Il y en a certaines personnes qui se distinguent par leur engagement, leur analyse très critique. Et je crois que je suis parmi ceux-là qui ont pris l'engagement, pas seulement de parler, mais de parler sur la base de certaines vérités. Alors, je voudrais tout mettre sur contexte. Vous savez, depuis la réintroduction du multipartisme au Cameroun, en 1992, le peuple camerounais a déjà été énormément abusé par les politiciens. Les politiciens se moquent éperdument du peuple camerounais. On leur méprise, on leur trompe à tout bout de champ. Donc, il faut que certaines personnes essayent de se ranger du côté du peuple et d'apporter la lumière pour qu'à chaque fois que le peuple aura à se prononcer, il va falloir que le peuple se prononce comme un peuple très éclairé, un peuple très informé. Donc, mon rôle, c'est d'embourgeoiser le peuple. Alors, en 1992, il y a réintroduction du multipartisme. Le peuple est en effervescence totale. Nous voulons le changement. À tout prix, le peuple veut le changement. Mais il y a eu certaines personnes qui se sont distinguées comme des leaders d'opinion, des leaders dans la classe politique. Et à cela, le peuple a fait confiance. Je crois qu'il est l'heure de faire le bilan de tous ceux qui, de près ou de loin, étaient impliqués dans les affaires politiques au Cameroun au début de la décennie 1990. Et c'est dans ce registre que je me suis intéressé à la personne de M. Maurice Kamto quand il a démissionné du gouvernement en 2011. J'ai essayé un peu de faire mes recherches parce que de par ma formation universitaire, ma base, c'est les recherches. Donc, je suis ce qu'on appelle en anglais, parce que j'ai eu mon bachelor degree, je n'ai pas de PhD, mais j'ai eu mon bachelor degree magna cum laude, donc avec distinction honorifique en
sciences de la communication, donc communication studies. Et j'avais mon associé degree en mass communication. Donc, je connais un peu ce que c'est la communication parce que je l'ai étudié, et pas seulement parce que je l'ai étudié à l'université. Pour ceux qui me connaissent, depuis l'âge de 16 ans, je suis très engagé dans le monde communicationnel au Cameroun. Je suis d'ailleurs l'un des plus jeunes producteurs que la CRTV ait jamais eu dans les années 90. Donc, toute ma carrière, toute ma vie, je l'ai passée tout autour de la communication et surtout la communication des masses. Alors, quand nous voyons en 1990 le lancement de l'opposition, certaines personnes s'engagent activement et aussi, dans cet engagement de l'opposition, se sont mêlés des taupes. Se sont mêlés certaines personnes qui ont dérouté la volonté du peuple à vivre une ère nouvelle. Alors, je prends le cas de M. Maurice Kamto. Je sais très bien que la majorité de ceux qui nous suivent diront que M. Maurice Kamto était un opposant dans les années 90. La majorité, comme lui-même Maurice Kamto, diront que M. Maurice Kamto a battu campagne auprès de l'opposition camerounaise en 1992, surtout lors de la présidentielle et dans le cadre de l'Union pour le changement. Mais j'ai une question que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes convaincu que c'est tout cela qui se disait de l'opposition en 1992 qui était véritablement de l'opposition? Je repose ma question. Est-ce que c'est tout cela qui se disait de l'opposition en 1992 qui était vraiment de l'opposition? C'est une question qui semble un peu difficile à répondre, mais si nous analysons certains faits, nous aurons quelques éléments de réponse à cette question. Et c'est à cet exercice que je me suis donné quand il s'agit de la personne de M. Kamto. Alors, nous allons, tout au long de cette édition spéciale, suivre M. Kamto lui-même. Il parlera de lui-même et je vous laisserai le soin de faire votre jugement, bien que je vais porter certaines analyses autour des paroles même de M. Kamto. Alors, je voudrais savoir, est-ce que M. Kamto était véritablement de l'opposition? Était-il proche de l'opposition? Voilà la question que je pose. Moi, je vais vous laisser suivre M. Kamto lui-même répondre à cette question. Puisque nous sommes dans l'actualité, je voudrais citer quelqu'un ici, dans une interview accordée au journal Mutation. Le professeur Konsou Komeni a dit exactement ceci de moi. Je l'ai toujours cru plutôt proche du SDF. Je l'ai par la suite compté parmi les opposants qui ont rejoint le président Paul Biya. Il vient de prendre la tête d'un parti politique. Au début des années 80, il défendait l'idée de la distanciation de l'intellectuel vis-à-vis des politiciens. D'où ma surprise et mon étonnement de le voir à la paix, plus tard dans la proximité de Paul Biya, et aujourd'hui, il est à la tête d'une obédience politique. Les revirements successifs du ministre Kamto me semblent quelque peu embarrassants dans la mesure où ils traduisent un important déficit de fidélité, de loyauté et en conséquence de crédibilité. Il ne va pas caresser. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'attends pas qu'on me caresse. Le problème n'est pas là. J'aurais pu tenter ici une métaphore, mais que je n'ose pas parce que c'est une émission sérieuse et de grande écoute. Donc j'attends pas que qui que ce soit me caresse. D'ailleurs, je pense que je me satisfait très bien de ce que je fais là où je fais. Je crois que ce qui est important, la première chose c'est... Vous ne paraissez pas surpris que ça vienne de lui, le professeur Augustin Konsou Komeni?
je ne suis surpris que ça vienne de personne. Je suis un homme public, il est tout à fait normal que chacun ait son opinion sur moi et sur ce que je fais. Je crois que ce qui est en revanche extrêmement important, c'est que les gens disent exactement la vérité. Et ce qui peut être gênant dans l'extrait que vous venez de lire, c'est qu'il y a plusieurs contre-vérités. La première, je prends un peu dans l'ordre que vous avez indiqué, c'est qu'on m'a cru proche du SDF. Ce qui est embêtant, on essaie de colporter cette idée depuis de nombreuses années. Ce qui est embêtant, c'est que notre éminent collègue ne dit pas sur la base de quoi il peut formuler cette assertion. Si c'est en raison de ma participation à la campagne de 1992, je tiens à rappeler qu'en 1992, j'ai fait campagne dans le cadre de l'Union pour le changement et non pas dans le cadre du SDF. L'Union pour le changement était une vaste dynamique de force au Cameroun, partis politiques, organisations de la société civile et personnalités indépendantes. Et le SDF faisait partie de cette union. Mais si le SDF en faisait partie, d'autres formations politiques en faisaient partie. Je ne sais pas pourquoi on en conclut que j'étais proche ou membre du SDF, alors qu'on aurait bien pu dire à l'époque que j'étais membre, je ne sais pas moi, de l'UNDP. Il semble que l'UNDP était aussi dans cette dynamique, sauf si je me trompe. En tout cas, même si ce n'est pas l'UNDP, il y avait d'autres forces politiques. Donc ça, c'est la première chose. Je n'ai jamais été membre d'un parti politique avant le MRC. Vous-même, vous avez suivi. Monsieur John Frondi et le SDF étaient le parti phare. C'était des acteurs, je dirais, les principaux acteurs sur la scène politique en 1992. C'était le parti qui portait le flambeau, qui, en effet, avait la responsabilité de tirer le pénalty que lui, M. Kamto, veut tirer aujourd'hui. Mais ce qui est bizarre est que M. Kamto n'arrive pas à accepter qu'il était proche du SDF. Comment est-ce qu'il a pu fonctionner au sein de cette union pour le changement sans toutefois être proche du SDF ou son président national, ni John Frondi, en 1992? Pourquoi est-ce que M. Maurice Kamto rejette toute acquaintance avec l'opposition réelle, cette opposition qui en 1992 était le port-étendard? Écoutez-moi très bien, je suis très sensible aux mots, parce que c'est dans le glissement des mots que ressort la vérité. Donc quand j'avais suivi cette interview, cela m'a tiqué pour deux choses. Premièrement, parce que Maurice Kamto nie, comme Pierre avait nié Jésus, il nie complètement de s'être rapproché du chairman du SDF et du SDF en 1992. Il nie complètement. Et la deuxième chose, très important, il a eu quelque chose que d'aucuns appelleraient un lapsus. Là où il parle de Bello Bouba, qui dit que pourquoi on n'a pas dit qu'il était proche de Bello Bouba. Tenez un peu. Bello Bouba n'était pas membre de l'Union pour le changement. Monsieur Maurice Kamto, très éclairé, très intelligent, devrait savoir que Bello Bouba est quelqu'un qui devrait être inoubliable dans la mémoire des Camerounais qui se sont battus pour le changement en 1992. Fait une erreur de ce type, de dire que pourquoi est-ce qu'on n'a pas demandé que lui, ou pourquoi on n'a pas dit qu'il était proche de Bello Bouba. Vous savez ce que ça m'a renvoyé dans la tête? Je me suis dit, tenez-vous un peu tranquille. Parce que l'infidélité dans la mémoire est parfois responsable de certains lapsus. Monsieur Bello Bouba en 1992 était dans la classe des fouteurs de troubles qui ont gâché l'opportunité du peuple camerounais
Camerounais à conquérir le pouvoir, écoutez bien, M. Bello Bouba était un acteur principal dans un rôle très négatif où personne très conscient et engagé en 1992 ne devait faire ce genre de lapsus s'il n'avait pas certaines relations ou une certaine proximité avec ce M. Bello Bouba. Donc, de là, je tire ma conclusion que c'est sûr que depuis 92, M. Kamto jouait au double jeu. Donc, il était dans l'opposition et jouait le jeu du régime qui avait une machine en place pour déstabiliser l'opposition au sein de l'opposition. Voilà ce que je tire des mots de M. Kamto. 1. Vous avez fait campagne pour l'Union pour le changement. Comment faire ce genre de campagne, le professeur Maurice Kamto devrait, non, s'il avait activement fait cette campagne, ça veut dire qu'à certain moment, il se serait retrouvé tout autour d'une table avec ce leader, monter des stratégies, puisqu'il a toujours dit cela, qu'il était très engagé au sein de cette Union pour le changement. Pour aujourd'hui, quelqu'un aussi éclairé, aussi intelligent, avec une mémoire longue comme lui, de faire ce lapsus, cela m'avait tiqué. Voilà, pour ceux qui se posent des questions, voilà d'abord un élément très essentiel. Un, il nie qu'il n'est pas proche du SDF. Il n'est pas proche de Nidjon Frundi. Nidjon Frundi est comme pour lui une peste. Vous allez peut-être croire, parce que je vais vous présenter un autre élément tout de suite là. Vous allez peut-être croire que M. Kamto, lui, il n'est pas proche des politiciens. Il n'aime pas des politiciens. Mais, je vais vous ramener de suivre quand on lui pose la question. Et vous allez comprendre ses amitiés. Mais avant que nous y arrivons, il est très important de noter que en 1992, donc à la fin d'année 92, parce qu'en effet, l'élection avait eu lieu en octobre, les résultats en novembre, donc pratiquement à la fin de cette année de 92, l'opposition a gagné. Et le leader de l'opposition, Nidjon Frundi, est séquestré. Il est mis sous résidence surveillée à Bamenda. Cela voudrait dire que les autres membres de cette union, puisque c'était une union où les gens se sont serrés les coudes, ils ont pris l'engagement de libérer le peuple ou de diriger le combat pour la libération du peuple camerounais. Cela voudrait dire que si une personne tombait, le reste devait continuer. Alors, après 92, il va falloir que nous nous posions la question de savoir où tous ces membres de cette union étaient. Après 92, plus particulièrement, je me suis posé la question, qu'est-ce que M. Kamto a encore fait pour l'opposition après 1992, après le forfait de 1992, le forfait inattendu qu'a subi l'opposition en 1992, il fallait continuer le combat. Le reste, on continuait. Le combat ne s'était pas arrêté en 1992, parce qu'après les élections de 1992, il y a eu la pression, même quand Nidjon Frundi a été relâché de sa résidence surveillée, il y a eu la continuation de l'Union pour le changement avec des réunions de stratégie. Il fallait continuer à voir comment il pouvait mettre la pression sur le gouvernement camerounais de rechigner dans sa dictature. Parce que tout ne devrait pas s'arrêter autour d'une élection présidentielle. Pour ceux qui ont bon souvenir, vous allez vous en rendre compte qu'en 1993 même, lors de l'une de ces réunions de l'Union pour le changement, les leaders de l'opposition ont été matraqués au carrefour Hilton avec le canon d'eau. On a eu des personnes comme le feu François Sengako, qui était vice-président de cette union, de cette alliance pour le changement. Il s'est retrouvé réfugié à l'ambassade du Pays-Bas, du côté de la montée Volier, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Nidjon Frundi lui-même a été aussi pourchassé et il s'est réfugié à l'ambassade d'Italie. Donc, vous allez vous en rendre compte que tous ces véritables membres de l'Union pour le changement après 92 ont connu des fortunes diverses, ont connu des actes de répression. Tout le monde sait ça.
Mais où était M. Kamto? Très curieusement, M. Kamto s'est trouvé en 94, en mars 94. Donc, quand vous partez de novembre 92 à mars 94, ça ne fait pas 1 an et demi. Donc, en moins d'1 an et demi, M. Kamto se retrouvait dans une position où le gouvernement l'a accordé l'un des plus grands marchés de sa vie, l'affaire Bakassi. Écoutez bien, les Camerounais avaient d'autres éminents juristes que le gouvernement pouvait utiliser dans cette affaire Bakassi. D'ailleurs, l'agent principal, à l'époque, c'était le ministre Feu Douala Moutomé, qui était ministre de la Justice. Il était l'agent du Cameroun en 94 quand ils ont décidé de saisir la Cour internationale de justice. Il y était. Il y a aussi Alain Pellet. Ça, c'est un avocat internationaliste. C'est un Français, Alain Pellet, et Maurice Kamto. Voilà les 3 qui sont allés déposer, qui ont déposé le dossier de la saisie de la Cour internationale de justice. Donc, en mars 94. Donc, voilà quelqu'un de l'Union pour le changement. Cette opposition radicale en 1992 qui s'est trouvée fauchée avec le peuple camerounais, qui devait continuer à mener le combat, mais se retrouve. Mais voilà l'un de ses membres qui, curieusement, se retrouve dans les bonnes grâces du régime de Yaoundé en 1994. Et pour ceux qui ne savent pas, le dossier Bakassi, c'était un dossier juteux. À ce niveau, je me pose que des questions. Et d'ailleurs, je suis certain d'une chose, que M. Kamto a vendu l'opposition. Parce que il est inexplicable que pendant que les leaders de l'opposition sont pourchassés, M. Kamto, curieusement, ce régime que lui-même il appelle reptilien, n'a aucun souci pour le talent. Si vous n'êtes pas de leur côté, votre talent, ils s'en foutent. Donc ne me parlez pas de talent. Ne me parlez pas de son talent de juriste. Puisque d'ailleurs, un Français faisait partie de cette première vague. Alain Pellet allait faire des recherches. Aujourd'hui même, il est en train de, de défendre un dossier pour, je crois, le Cambodge. Oui, à la Cour internationale de justice. Donc, c'est un avocat international que le gouvernement avec d'autres recours, si véritablement Kamto était l'opposant qu'il réclame être, il est impossible qu'en moins d'1 an et demi après 92, quelqu'un qui s'est réclamé de l'Union pour le changement se retrouve dans les bonnes grâces du gouvernement, dans un marché où le budget annuel était de plus de 550 millions, avec pour la possibilité d'une bourse de 5 milliards à la fin du procès. C'était un gros marché en 1994. Mais retournons. M. Kamto dit que non. Il ne veut même pas entendre qu'il est proche. Vous avez suivi qu'il ne veut pas entendre qu'il est proche de Frundi. Il aurait préféré être proche de Bolo Bouba. Il aurait été mieux qu'on dise qu'il est proche de Belouba que de dire qu'il est proche de Frundi ou du SDF. Mais revenons et suivez cette vidéo. Quand on lui pose la même question dans un autre contexte, suivez sa réponse. De cette affaire. Alors vous êtes justement nommé comme membre du gouvernement, hein, nous sommes en décembre 2004, 8 décembre 2004, et moi je me suis retrouvé chez vous ce jour-là, parce que j'étais à Yaoundé, je travaillais déjà ici à STV, je me suis retrouvé chez vous ce jour-là, vous n'étiez pas à la maison. Vous, appelez vous étiez, professeur Kamto? Je ne peux plus vous le dire. C'est M. Amadou Ali, vice-premier ministre. Ouais, voilà, oui, c'est vrai que c'est exact. J'étais allé le féliciter. Et c'est vous vous avez nommé aussi. Et il y avait des gens chez vous qui attendaient pour célébrer votre nomination. Oui, d'abord parce que je travaillais avec lui depuis quelque temps déjà. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. J'ai jamais eu de problèmes particuliers avec lui, y compris jusqu'aujourd'hui.
Et donc, j'étais allé le féliciter, d'autant plus que j'allais continuer à travailler avec lui cette fois-là sur un autre plan, et en tant que, non plus en tant que collaborateur dans le dossier Bakassi ou co-agent, parce que officiellement j'étais co-agent, c'est-à-dire donc on était agents ensemble. Mais peu importe les appellations et les titres, j'étais son collaborateur, et donc on allait poursuivre cette collaboration sur notre plan politique. Moi, je vous parle de mes relations avec lui, mes relations d'homme, mes relations personnelles avec lui. Elles sont bonnes. Oui, elles sont bonnes. Elles sont jusqu'à présent. On se voit pas, mais elles sont très bonnes. Moi, on se voit pas. Comment vous savez qu'elles sont bonnes si vous ne voyez pas, professeur Kanto? Je parle vu de mon point de vue, vu de mon côté. Maintenant, voilà, je ne peux pas préjuger de ce que lui pense. De ce que lui pense de moi. Mais non, moi, vous parle... vous n'avez pas vu depuis votre... non, on s'est croisés, mais vraiment à l'occasion d'une ou deux cérémonies. Mais... Sans plus? Oui, non, sans plus. Ok. Ok, vous avez suivi. Quand il s'agit de John Frondi et du SDF, que d'aucuns croiront qu'il a eu à travailler avec lui au sein de l'Union pour le changement, il est radicalement retourné, qu'on lui pose la question ou qu'on insinue qu'il est proche de John Frondi, de l'opposant, du malpropre. Vous comprenez? Il y a une logique d'une classe élitiste qui ressort et que je voudrais que le peuple camerounais comprenne. Que dans la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, nous sommes dans une situation de combat. Et nous devons continuer ce combat jusqu'à ce que nous trouvions quelqu'un qui a à cœur les Camerounais plutôt que ses intérêts. Nous avons eu une transition au Cameroun en 1958. Peut-être beaucoup ne le savent pas. Quand André-Marie Mida a été évincé et remplacé par Idjo, ceux qui l'ont fait croyaient qu'il faisait une bonne chose pour le Cameroun, mais c'était une bonne chose peut-être de mettre Mida de côté. Mais la personne qu'ils ont choisie, une véritable marionnette de la France, oui, parce que c'est effectivement ce qu'Idjo était. Quand Kemajou Daniel posait à l'Assemblée territoriale, à l'Assemblée législative camerounaise en 1958, avec le soutien du français Ramadier, quand il posait cette motion de censure, il croyait qu'il était en train de faire une bonne chose. Mais il savait très bien, avec la collaboration d'un Français, ils ont inversé André-Marie Mida. Quand Aïdjo allait sur le pouvoir en 1982, c'était des youyou partout. C'était vraiment le libéralisme, c'était rigueur et moralisation. Et les gens étaient enchantés. Qu'est-ce que cela nous a donné? Peut-être beaucoup diront aujourd'hui plutôt qu'il ne fallait pas baisser la garde en 1982. Je vous interpelle. Nous n'allons pas baisser la garde parce que celui que nous avons, qui se présente, est un loup qui s'est introduit dans la bergerie. Il n'est pas différent. Ses plus grandes acquittances, c'est avec l'origine. C'est quelqu'un qui n'a aucune relation avec la véritable opposition du Cameroun. Avez-vous déjà suivi M. Kanto parler d'une relation personnelle avec quelqu'un de l'opposition? Toutes ces relations, l'opposition, ça fait au moins depuis 1990 à nos jours. Au moins, il y a des relations qui se sont tissées. Quelqu'un où toutes ces relations, c'est avec le régime. Qu'est-ce qui lui fait différent ou lui rend différent des membres de ce régime? Écoutons encore une fois de plus. Quand on lui pose une autre question sur un autre membre du régime, parce qu'il va falloir que nous essayons de voir qui sont ses proches, qui sont ses amis, qui sont ceux-là qu'il admire. Cela peut nous donner une esquisse de la personne. Écoutons
Vous avez quelle relation à l'époque? Vous avez quelle relation aujourd'hui? Jean-Marie Atanganameba. Non, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime parce que je crois que il a été un des meilleurs ministres de l'enseignement supérieur de ce pays. J'ai gardé d'excellents rapports avec lui, déjà quand il était ministre de l'enseignement supérieur, et puis lorsqu'il était secrétaire général de la présidence de la République, j'ai eu à travailler avec lui sur un certain nombre de dossiers d'État lorsque il m'a été donné d'y contribuer. Et maintenant qu'il est en prison, vous n'allez pas lui rendre visite? Non, je ne suis pas allé lui rendre visite. Pourquoi? On peut comprendre? Je n'étais pas obligé d'aller lui rendre visite. C'est tout. Ok. Amadou Ali, très bon ami, très proche. Atanganameba, très bon ami. Quelqu'un qu'il a de l'estime pour. Qu'il nous donne au moins une personne, qu'il a véritablement de l'estime. Il ne fait pas juste qu'il nous dise qu'il tire chapeau bas pour Adamou Damdjoya ou il tire chapeau bas pour Frundi, des mots politiques qu'on lance là. Mais vous voyez l'enthousiasme, l'enchantement. Oui, c'est vrai, nous sommes les Camerounais, nous pouvons avoir des amitiés partout, mais écoutez, j'ai des amitiés profondes que j'ai tissées au sein de l'opposition camerounaise. Parce que ceux qui se ressemblent s'ensemble. Ça, c'est une réalité de la vie. Quand tous vos meilleurs amis, tous vos acquaintances sur l'arène politique sont des membres d'un régime. Moi, j'ai des amis dans le régime. J'ai des amis de très bons amis. J'entretiens de très bons amis. Mais tout au moins, ceux qui me connaissent savent que j'ai des acquaintances au sein de l'opposition. Et quand je parle même, vous allez voir l'enthousiasme qui règne en moi quand je parle de mes amis de l'opposition. Monsieur Kamto qui a fonctionné au niveau où il dit il s'est impliqué. Parce qu'à un moment même, il a dit, l'une de ses interviews, il a dit qu'en 2004, il était de ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre pour harmoniser les opposants pour qu'ils sortent un candidat unique. Nous tous, nous savons le travail que l'ombre a produit en 2004. Issa Chiroma en est un produit de ceux-là qui ont travaillé dans l'ombre en 2004 pour fragiliser l'opposition. Et quand M. Kanto dit qu'il a fait cela en 2004, je me pose beaucoup de questions, mais quel était son rôle? Moi, j'étais très engagé. En 2004, j'étais responsable de la campagne. Je dis bien sur les antennes publiques, et c'est ma crédibilité que je mets en jeu. J'étais responsable, j'ai coordonné la campagne pour le candidat du SDF dans les 3 provinces du Septentrion, la Damawa, le Nord et l'extrême Nord. J'ai passé 3 mois. J'ai eu des réunions avec les Chiroma, avec les mecs Arissou Agarwa. À Maroua, nous avons eu des réunions. Plein de réunions que nous avons eues. Donc, ceux qui me savent, ceux qui ont été engagés, il y a eu même les articles de presse que les journalistes émérites comme Alex, Gustave Azebazé ont commis sur mon engagement à l'époque. Donc, vous pouvez vérifier les archives avec des grands journalistes comme Alex Gustave Azebazé. Parce qu'à l'époque, j'étais le chef du secrétariat particulier du vice-président de l'Assemblée nationale qui était supposé être le directeur de campagne dans cette région. Mais vu ses engagements ailleurs, c'est moi qui étais alors sur le terrain et qui faisais tout ce travail. Donc, je connais ce qui s'est passé de fond encore en 2004. Donc, quand M. Kamto dit qu'il était dans l'ombre et il essayait un peu de mettre l'opposition en 2004, je dis encore, faisons très attention. Alors, nous sommes en train de parler de sa relation avec l'opposition. Parce que c'est quelqu'un qui dit qu'il veut fédérer les forces de l'opposition. Je suis en train de vous dire, je suis en train de vous exposer tout ceci pour vous faire comprendre que M. Kamto ne pourra jamais, et il le sait très bien, qu'il ne pourra jamais fédérer l'opposition camerounaise. M. Kamto, il lance son parti, le MRC, je crois en 2013 ou 2012,
Il lance ce parti politique jusqu'à nos jours. Est-ce que vous pouvez citer un acte de bravure qu'il a mené pour amener l'opposition ensemble? Est-ce que vous pouvez me citer son engagement pour établir une union de l'opposition depuis 2013 à nos jours? Est-ce que vous pouvez le faire? Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a posé à Kamto Maurice la question sur l'union de l'opposition, donc à chaque fois avant cette année, parce que c'est cette année qu'il commence à jouer le jeu, à vouloir manipuler les Camerounais, a fait semblant de vouloir travailler avec les autres opposants. Pourtant, il a eu bien l'opportunité. Vous pouvez vous référer du côté d'Ali Sadio, la présidente de l'AFP, ou encore la présidente de CPP Kawala. Ils vont vous dire ce qu'elles ont fait. Elles vont vous dire ce qu'elles ont fait pour pouvoir mettre une dynamique. Et ce qui est bizarre est que ces deux personnalités que j'ai citées, Mme Ali Sadio et Mme Kawala, c'était des personnes qui étaient prêtes à travailler même sous l'égide du MRC. Parce que à toutes les réunions qu'elles ont convoquées, elles se sont rabattues du côté du siège. Ça, c'est très significatif que je dise que je viens tenir la réunion chez toi, que non, on peut venir tenir cette réunion chez toi. À chaque fois qu'elles se sont rendues chez monsieur, du côté du MRC, à Yaoundé, monsieur Kamto n'était pas présent. Il y avait cette opportunité d'avoir une dynamique sur pied. Monsieur Kamto n'a rien fait, complètement rien fait. Il a boudé ce deux dames. Il a boudé toutes les opportunités qu'il avait. Mais soyons honnêtes. Soyons véritablement honnêtes. Est-ce que vous croyez que nous autres, nous sommes dingues? Est-ce que vous croyez que nous autres, nous sommes engagés dans cette opposition, dans ce combat, par plaisanterie? Non. Mais soyons sérieux. Monsieur Kamto est en train de prendre les Camerounais pour des moutons ou pourquoi? Non, les Camerounais ne sont pas aussi bêtes. Il y en a parmi les Camerounais qui réfléchissent au moins, qui suivent l'actualité, qui ont une mémoire longue. Parce que le philosophe Nietzsche avait dit, l'homme de l'avenir est celui qui aura la plus longue mémoire. Depuis lors, je ne laisse pas ma mémoire s'étioler. Ma mémoire doit être en éveil. Nos mémoires devraient être en éveil. Parce que si nous sommes éveillés, ce genre-là ne pourront pas nous tromper. Ils ne pourront pas continuer à nous manipuler comme ils sont en train de le faire. Il est très important que nous ouvrons notre cœur et notre tête en ce moment. Et d'accepter la vérité d'en face. Monsieur Kamto, aujourd'hui, tu es en train de dire que tu as fait l'appel vers le SDF. Qu'as-tu fait avec ce que Kawala et Ali Sadio, de ce que ceux-là se sont engagés et ont voulu t'engager pour que vous parliez des problèmes de notre pays? Quel est ce leader de l'opposition dans un pays où tout ne va pas? On ne l'a jamais vu dans une véritable posture de contestation. Non, mais laissez-moi cet intellectualisme. Quand vous parlez, nous avons fait la rue, monsieur. Nous avons vu les leaders. Vous savez, j'avais déclaré ma candidature il y a cela peut-être 3 ans. Et au bout du chemin, je me suis rendu compte que non, il y a un aspect très capital. Quand on veut être président de la République, on doit être capable d'être sur le terrain pour défendre des causes véritablement, des causes qui tiennent les Camerounais à cœur. On doit être là dans la rue, on doit être avec les Camerounais. Quand M. Ninche du SDF a organisé sa marche à Douala, il vous a invité. Ça fait l'objet d'une raillerie, j'ai la vidéo, où vous dites que les autres, quand ils font leur truc, ils invitent le MRC. Pourquoi? Voilà ce que vous avez dit. Est-ce que vous qui me suivez, est-ce que j'ai menti? Ça, c'est la réalité. Alors,
Vous allez minimiser cela, moi je ne minimise pas cela, parce que je connais ce que le peuple camerounais a subi. Avec ce loup qui se sont introduits dans la bergerie, avec le manteau de mouton ou de berger. Je connais. Je connais. Voilà pourquoi je suis un homme averti. Les autres vont croire que il faut suivre parce que c'est les faits nouvelles. Non, Kamto est dans cette affaire depuis. Alors, je vais continuer. Et toujours pour vous parler de Kamto et sa raillerie de l'opposition, vous allez voir pourquoi je dis que il sera difficile pour M. Kamto de diriger ou de fédérer l'opposition. Je parle par les faits, ses propres mots, parce que nous sommes sensibles à ce mot. Les Camerounais ne sont pas bêtes. Vous autres, vous ne prêtez pas attention, mais nous prêtons très attention. Écoutons un peu ceci. Et après, je vais vous remontrer un autre élément. J'ai beaucoup de choses. Et dans quelques minutes seulement, je vais dérouler tout cela. Sortons de cette première partie de l'émission avec les élections sénatoriales qui ont eu lieu. Le RDPC s'en sort des sénateurs élus et nommés avec pas moins de 87 sénateurs. Le SDF a réussi à en arracher 7 et les partis alliés au RDPC se partagent le petit reste. Alors, quel commentaire vous suscite cette razzia du RDPC à ces élections sénatoriales? Y a-t-il là vraiment une surprise? Non. Parce qu'on parle de razzia comme si ça avait livré un combat. C'était acquis d'avance. Et c'est par générosité pour ne pas avoir un Sénat monocolore, n'est-ce pas, composé uniquement des sénateurs RDPC qui ont eu la gentillesse, j'allais dire la grâce, la magnanimité royale, d'accorder ça et là 7 sénateurs à un parti. Alors, le SDF l'a gagné de haute lutte, je vous garantis. Oui, bon, si c'est bataillé ferme pour remporter ces 7 sénateurs. Je vous le concède. Ils ont bataillé de haute lutte, cela veut dire qu'ils ont été assez efficaces pour s'attirer les votes de conseillers municipaux du RDPC dans le Nord-Ouest. J'admire justement votre facilité à admettre cela dans un parti où on connaît la discipline, où on connaît, j'allais dire, l'exigence et la pression que l'on met sur ces conseillers. Vous savez très bien qu'il y a des localités où les conseillers municipaux électeurs ont été d'abord, j'allais dire, presque séquestrés dans un hôtel, conduits par bus entier au lieu de vote, à l'endroit où on devait voter et ramenés à leur hôtel après. Donc si on ne voulait pas cela, si on voulait s'assurer de la discipline de vote, même dans le Nord-Ouest, le SDF n'aurait pas eu les 7 sièges de sénateurs. Admettons qu'ils aient arraché cela, justement, de haute lutte politique. Je les en félicite. Alors, voilà le très puissant professeur Kamto, qui, dans une situation où on le pose la question sur la victoire du SDF dans la région du Nord-Ouest, a vraiment tapé de côté. Et voilà quelqu'un qui veut tirer le penalty. Excusez-moi vraiment, parce que j'ai vraiment mal au cœur pour les Camerounais quand vous avez des personnes comme ça qui se disent intelligents, mais qui manquent de la perspicacité dans leurs analyses. Ils manquent de la pertinence dans leurs propos. Je prends et je vais jouer une vidéo. Écoutez, vous avez vu ce qu'il a dit. Il s'étonne de ce que le SDF va gagner, de ce que le SDF a gagné les élections dans un électorat qu'il ne qualifie pas d'abord d'un électorat RDPC. Il dit juste que le RDPC a tous les moyens pour contrôler ses électeurs, donc ses conseillers municipaux. M. Kamto oublie qu'en 2013, dans un même contexte, le SDF a perdu les élections dans le Nord-Ouest. Nous sommes aujourd'hui, en 2018, dans un tout autre contexte. D'ailleurs, s'il fallait parler d'un arrangement, 2013 aurait été l'année où l'arrangement aurait pu avoir quelques
disons, quelques considérations de manipulation. Parce qu'en 2013, le président national du SDF était sur la liste sénatoriale qui a perdu face au RDPC dans cette même Nord-Ouest en 2013. Donc, en 2013, il n'y a pas eu la magnanimité royale. Parce que, moi je dis très bien, pour des raisons politiques, si le SDF devait faire le choix, il aurait préféré gagner le Nord-Ouest et perdre la Damawa et l'Ouest. Parce que cela allait sauver la face de son chairman. Un chairman, un président national, ne se jette pas pour blaguer dans une élection. Peut-être Kamto, et je sais très bien, parce que Kamto croit que Fundi est comme lui, ou lui, Kamto, il sait d'avance qu'il est perdant, mais il veut juste aller à la présidence pour d'autres motifs. Vraiment pour d'autres motifs, parce que c'est quelqu'un, il n'est en train de rien faire pour impulser une dynamique de victoire. Alors, nous sommes en 2013, le SDF perd au Nord-Ouest. Mais venons en 2008, le contexte est complètement différent. Un politicien très avéreux vous dirait, quelqu'un qui a la perspicacité dans son analyse, quelqu'un qui a l'esprit hautement critique, vous dirait qu'il y a plein de raisons qui auraient concouru à la victoire du SDF, vu le contexte actuel dans le Nord-Ouest. Est-ce que vous croyez que ce ne sont que les opposants actuellement dans les zones anglophones qui souffrent du fait de la guerre civile que beaucoup mettent sur le dos du régime? Est-ce que vous croyez que de tout ce monde qui meurt, il n'y a pas les membres de la famille de ceux conseillers municipaux? Le contexte a énormément changé dans le Nord-Ouest. Beaucoup dans le RDPC aujourd'hui, beaucoup qui ont été élus dans le RDPC aujourd'hui en ont marre parce que beaucoup d'entre eux appellent pour le dialogue, ils veulent la paix. Donc, ce vote pouvait être traduit comme un vote sanction du RDPC contre le RDPC. Si M. Kamto n'avait pas que du dédain pour l'opposition, il aurait pris cet angle d'analyse au lieu de se fourvoyer dans une haine totale contre l'opposition, contre le parti phare de l'opposition. Ça, c'est vraiment manquer du tact. Et d'ailleurs, qu'est-ce que cela rapporte à M. Kamto? De vouloir démontrer que l'opposition ne peut pas gagner le RDPC. Voilà quelqu'un qui va aller en compétition contre le RDPC. Il est de l'opposition. Il passe son temps, même quand le journaliste Jean-Bruno Tagne le ramène dans l'ordre. Il explique que le RDPC, le SDF a gagné d'arrache-pied vraiment cette victoire. Il continue, lui Kamto continue à vouloir expliquer l'inexplicable. Monsieur Kamto, le contexte en 2018 est différent. Les gars du Nord-Ouest, peut-être, tu es en train de blaguer là, tu dis que oh, tu défends les anglophones. Mais nous comprenons déjà qui tu es. Parce que tu ne comprends pas la peine. Mais je serais plutôt en train de me poser la question. Quelles sont ces personnes qui ont même voté le RDPC dans le Nord-Ouest? Voilà la question que je devais plutôt me poser. Mais qu'est-ce qui cause cet étonnement que le SDF gagne dans une région où le RDPC, le régime en place, a engagé le peuple dans une guerre qui n'avait pas lieu d'être? Donc vous croyez que tous les anglophones sont des moutons? Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Oui, en 2013, dans un autre contexte, le même SDF a perdu dans le Nord-Ouest. Voilà l'analyse que quelqu'un intelligent aurait fait. Il aurait dit à Bruno, oui, je prends acte du fait que le SDF a gagné, et c'est véritablement, c'est un signe que le gouvernement en place, le RDPC, devrait vraiment prendre cela en considération, parce que ça voudrait dire que les militants du RDP sont en train de tourner le dos à leur parti. Puisque c'est d'ailleurs ce que lui, Kamto, veut faire. Est-ce que Kamto peut gagner les élections présidentielles sans attirer le vote du RDPC? Mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de raconter? Et vous allez me dire qu'il est intelligent? Non. Il est intelligent, oui,
mais il est en train de jouer un jeu. Mais de toutes les façons, allons voir ce qu'il va dire. Quand on lui pose la même question, mais cette fois-ci, cela est renvoyé au MRC. Je ne voudrais même pas d'ailleurs vous dire que le MRC, dans l'Ouest, a voté le RDPC. Nous avons, lui, il est étonné de ce que le RDPC ait voté l'opposition. Mais il ne parle pas du MRC qui a voté le RDPC à l'Ouest. Il ne parle pas de ça. Et vous allez dire que quand nous autres, nous suivons cela, nous allons rester et applaudir. Non, nous allons dénoncer. Nous allons dénoncer. Ça, c'est juste la première édition. Nous avons d'autres éditions où nous allons le prendre au mot. Alors, écoutons ce que lui-même il dit. Quand on lui pose la même question. Vous avez eu une première expérience électorale en 2013, lors du scrutin couplé du 30 septembre 2013, législative municipale, et vous en êtes sorti révulsé, amer. Vous parlez régulièrement de fraude sauvage, et 5 ans plus tard, vous remettez ça. Qu'est-ce qui a changé entre-temps, Maurice Kamto, que vous alliez à ces élections, alors que rien n'a fondamentalement changé? En tout cas, les lois de la physique sont claires, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Oui, rien, sauf que la politique n'est pas tout à fait la physique. Et donc c'est pour cela que nous sommes convaincus qu'effectivement on peut modifier les lois de la politique, y compris le jeu, dès lors que vous connaissez le jeu de l'adversaire. Donc, Ok, vous avez suivi. On lui pose la même question. Il y a de cela 5 ans, tu étais aux élections, tu n'as pas gagné, et tu as dit qu'il y a eu fraude. Et qu'est-ce qui te fait partir aux élections en 2018? Pour les mêmes raisons que le SDF est allé aux élections, M. Kamto. C'est parce qu'il sait que le jeu politique est dynamique. Quand tu connais le jeu de l'adversaire, le SDF, dans le Nord-Ouest, a pigé le jeu de l'adversaire. Où tu crois qu'il n'y a que toi, avant que tu ne viennes avec ton MRC, le SDF existait déjà. Donc tu ne vas pas amener les Camerounais dans cette boue-là. Donc vous avez suivi. Ok. Rentrons dans un autre élément très important. Kamto, tu veux gérer le pays. Et les journalistes le caressent depuis là. On veut savoir où était Kamto en 2008. En 2008, où était Kamto? Dans cette même interview avec Tanier, j'ai oublié, je n'arrive pas, je ne pourrais pas citer exactement ce qu'il a dit, mais il a parlé d'une fraude constitutionnelle. Il a parlé d'une fraude constitutionnelle qui s'était produite en 2008, quand on a révisé la Constitution, où il a dit qu'on a glissé surreptitieusement une clause qui disait que les conseillers municipaux vont continuer à élire les sénateurs en attendant que les régions se mettent en place. Je crois que c'est exact. En quelques termes, voilà ce qu'il a dit en 2008. Il a parlé, lui, aujourd'hui, Kamto, quand il parle de 2008, il dit qu'il y a une fraude constitutionnelle qui a eu lieu. En 2008, quand lui, Kamto, était un haut cadre au ministère de la Justice, il était il était ministre délégué au ministère de la Justice. Écoutez, pour ceux qui connaissent la procédure gouvernementale, chaque département ministériel a une spécialité quand il s'agit de défendre les lois à l'Assemblée nationale. Et toutes les lois qui ont trait à la Constitution et tout se préparent avec l'expertise du ministère de la Justice quand c'est une loi qui a trait avec la loi, en quelque sorte. Donc, voilà pourquoi, même dans l'affaire du code pénal, Kamto était facilement impliqué là-dedans, parce qu'il connaissait, c'est-à-dire que c'est le ministère qui est à l'origine de cela. De la même manière, en 2008, quand la fraude constitutionnelle s'introduisait, qu'est-ce que Kamto a dit? En 2008, quand les jeunes que Kamto veut diriger aujourd'hui, et il y a parmi ces jeunes
qui sont en train de le suivre, mais ils ne réfléchissent pas. Jeunes Camerounais, s'il vous plaît, réfléchissons un peu. Faisons la différence. Faisons la différence. Excellons là où nos parents n'ont pas pu. Parce qu'ils n'ont pas eu les moyens que nous avons. Ils n'ont pas eu cette ouverture d'esprit que nous avons. Faisons la différence, jeunes Camerounais. Est-ce que nous allons laisser ce gens continuer à nous manipuler? Sortons de cet obscurantisme. Le pays ne va jamais changer. Si nous, d'abord les jeunes, nous ne changeons pas notre mentalité pour épouser la vérité. En 2008, pendant que les jeunes nous sommes soulevés, où était Kamto? Lui, il était au ministère de la Justice. Qu'est-ce qu'il a dit? Savez-vous où il était? Je vais vous dire. Kamto parcourait le monde entier pour se faire élire à la Cour internationale de justice. Kamto était à genoux devant Paul Biya en 2008 pour avoir le soutien de Paul Biya. Donc, en 2008, c'était une année charnière où l'intérêt du peuple était en ballottage et il fallait juste un leadership pour galvaniser le peuple. Le peuple de lui-même s'est soulevé. Mais personne de tout ce monde-là s'est aligné du côté du peuple. Surtout une personne comme Kamto qui était dans une position où il aurait pu démissionner. Il se serait prononcé. Mais est-ce qu'il pouvait le faire? Non. Il avait son intérêt personnel ailleurs. Personne ne vous a parlé, mais j'ai fait des recherches. Parce qu'il a fallu que j'essaye de comprendre ce qui se passait dans la galaxie de M. Kamto. Pour qu'il n'arrive, pour qu'il ne se prononce pas face à la boucherie des jeunes qui a eu lieu, face à la révision constitutionnelle qui a eu lieu, où on a enlevé le verrou sur la limitation de mandat. Lui, il était là. Vous savez, je vais voir peut-être que j'ai quelqu'un ici qui va dire ce qui se passait à cette époque-là. De toutes les façons, à cette époque, en 2008 précisément, Kamto cherchait l'appui de M. Biya. Donc, pendant que M. Biya matait le peuple, il a fermé les yeux parce qu'il voulait que le Cameroun soutienne sa candidature à la présidence de à la Cour internationale de justice. Il voulait le soutien du Cameroun et il a eu ce soutien. Parce que M. Biya a dispatché les ministres. Je dis, un opposant, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui est opposant au régime peut avoir ce traitement spécial que Kamto a eu? On a dépêché Garga Aloum, le gars qui est le ministre, qui était au ministère des Relations extérieures, chargé des affaires islamiques. Je crois que c'est Garga Aloum. Il y a eu l'autre qui était chargé du Commonwealth, qu'on envoie en Afrique du Sud. Il y a eu le ministre des Relations extérieures lui-même, Eyebe, qui est allé au Gabon, et je crois, il y a eu Amadou Ali, qui allait en Égypte. Donc, les gars étaient dispatchés partout pour favoriser la candidature de Kamto. Donc, ce n'est même pas l'intelligence qui le propulse au CIG, puisque ce n'est pas cela. Il n'était pas question de cela. Et d'ailleurs, même cette année, il a échoué cette élection, parce qu'un Somalien l'a gagné. Il a été battu par un Somalien en 2008. Donc, vous comprenez alors que M. Kamto, quand il avait son intérêt en jeu, il s'en fout du peuple. Et quelle impression avait-il de M. Paul Biya en 2008? Je vais vous jouer une vidéo de ce que Kamto a dit de Paul Biya en 2008 là. Dans le 2008 que vous passez, tout le monde est en train de demander à Kamto, qu'est-ce que tu faisais, qu'est-ce que tu faisais? Voici un élément de réponse. Voici ce qu'il pensait de Paul Biya en 2008. Écoutons, c'est juste quelques secondes. Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear invitees,
the President of the Republic of Cameroon, His Excellency Paul Biya, a very peace-loving man. Donc, en 2008, pendant que Paul Biya tue les Camerounais, change la constitution, fait tout ce qu'il fait, Kamto dit de lui que Paul Biya est un apôtre de la paix et quelqu'un qui aime la paix. J'espère que ceux-là qui ont perdu les membres de leur famille, ceux-là qui ont été des victimes en 2008, seront d'accord avec Kamto que Paul Biya était un homme de paix, un apôtre de la paix. Vous savez où j'ai tiré cet élément? C'est sur un document de propagande que Consté a mis. Il a mis ensemble dans ses cannes de distribution pour faire la propagande de M. Kamto. Donc, M. Kamto, c'est quelqu'un qui virevolte. Moi, je connais toutes les positions de M. Kamto. Je connais toutes ses positions. Voilà pourquoi je ne le soutiens pas. Je suis très intelligent pour faire la différence entre la propagande et la vérité. Je connais exactement les positions de M. Kamto. Je connais que M. Kamto aujourd'hui est en train de mentir. Sur toute la ligne, il est en train de mentir. Comme il est en train de mentir sur l'affaire du franc CFA, où il dit que oui, on va changer, on va se retirer du franc CFA, mais on va mettre ensemble les problèmes techniques. Pourtant, quand on l'avait posé la question la première fois, il a dit qu'il ne va jamais parler de ça. Que c'était, quel est le mot qu'il avait utilisé? Que c'était irresponsable de dire qu'on va un jour se retirer. Parce que cela pouvait causer l'effondrement. Voilà ce mot. Que c'était irresponsable de dire que le pays pouvait se retirer du franc CFA parce que cela pouvait causer l'effondrement. Mais aujourd'hui, parce qu'il veut absolument gagner la présidence, il se retrouve en train de dire ce qu'il a insulté les autres d'avoir dit par le passé. Écoutez-le, on va l'écouter parce qu'il faut écouter dans ses propres mots quant à ce qu'il pense. La question du franc CFA revient comme une ritournelle. Il ne faut pas en faire un abcès de fixation. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que le MRC fera sur un certain nombre de dossiers, nous ne pouvons pas en parler complètement avant d'avoir tous les éléments du dossier. Parce que quand on parle du franc CFA, imaginez qu'un parti comme le nôtre dise dès que nous prenons le pouvoir, nous nous retirons du franc CFA. Vous créez, s'il y a des économistes dans la salle, on ne joue pas avec la monnaie. On ne s'amuse pas avec la monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez faire écouler une économie à partir de la monnaie. Si vous dites que vous allez prendre une certaine position, par exemple, imaginons, vous dites que oui, je me retire du franc CFA demain, dans une semaine. Je vous assure que le lendemain, toutes les banques vont déposer le bilan parce que tout le monde va donner des ordres de transfert, des fonds à l'extérieur. Pourquoi? Parce que les gens vont prendre des positions d'attente. Chacun va garder sa monnaie dans la monnaie qui est la plus sûre, en attendant de voir quelle est la décision que vous prendrez et comment ça affecte ou ça n'affecte pas sa monnaie. Donc on ne parle pas de ces choses comme cela. Tous ceux qui dans des trucs qu'on appelle Afrique Média ou tout ça là, vous bourrent la tête, ou des gens qui ont pris pour métier de venir sur les plateaux de télévision, je ne vais pas citer des noms mais vous le connaissez, qui ont fait de leur fonds de commerce politique la question du franc CFA, amène les Camerounais sur le mauvais terrain. Donc je ne veux pas vous dire ce qu'on fera du franc CFA, excusez-moi, je ne vous le dirai pas. Waouh! Quand vous écoutez les positions de M. Kamto aujourd'hui, vous allez comprendre que Afrique Média a réussi à bourrer sa tête aussi. Parce qu'il dit que Afrique Média passe son temps à bourrer la tête des Camerounais et il parle du franc CFA. Mais lui aujourd'hui, il a rejoint la position de ceux-là. Parce qu'il parle déjà du retrait. Mais est-ce que vous croyez qu'il parle de ça par gaieté de cœur? Non. Sa conviction n'est pas là. Donc, sa parole est là, mais sa conviction et son cœur n'est pas là. Monsieur Kamto, tout ce qu'il veut, c'est il est en train de faire un jeu de duperie en ce moment, parce que la pression, et il sait que les Camerounais prennent cette affaire du franc CFA très au sérieux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pour avoir de visibilité, il se range, parce que c'est quelqu'un
qui a combattu avec acharnement la notion qu'on pouvait se retirer du franc CFA. Il est allé même jusqu'à dire que le gars de la Côte d'Ivoire, dont Alassane Ouattara, était son modèle. Et vous connaissez tous la position de Ouattara par rapport au franc CFA. Donc voilà jusqu'où M. Kamto est allé pour combattre le franc CFA. Vous avez suivi dans la vidéo, il a dit que les gars, Afrique Média est en train de bourrer la tête des gens. Il dit, et il est en train de faire des erreurs vraiment monumentales quand il dit que il assimile le franc CFA comme une monnaie de réserve. Non, le franc CFA n'a aucune valeur de réserve. Aucun pays ne garde ses réserves sur le label du franc CFA ou sous l'égide du franc CFA. Aucun pays, aucun. Le franc CFA, c'est du papier seulement. Donc, toutes ces spéculations qu'il est en train de faire, de dire que les gens vont retirer leur monnaie, les gens vont garder leur monnaie, ils vont aller dans les banques et voir d'autres monnaies. Sinon, le franc CFA n'a aucune valeur. Ça n'a aucune institution au monde. Même la BEAC ne l'utilise comme devise d'échange commercial. On n'utilise pas ce franc CFA comme devise d'échange nulle part. Le Cameroun ne peut même pas faire les échanges commerciaux avec le Sénégal en utilisant le franc CFA. Non. C'est pas possible. Nous n'avons même pas une zone monétaire parce que la convertibilité, l'interchangeabilité et la libre circulation sont des éléments clés dans une zone monétaire. Mais il n'est question nulle part que ce soit dans la zone CEMAC ou de la zone ouest africaine. Et il y a quelque chose qui m'a taraudé énormément l'esprit avec ce monsieur Kamto. Et c'est quelque chose très commun avec nos intellectuels que nous devons combattre. Cette aliénation, écoutez un peu son aliénation. Et je crois que nous allons mettre la clé sur le paillasson bientôt. Écoutez ceci. Écoutez comment M. Kamto parle des Africains par rapport aux Blancs. Écoutez très attentivement. J'avais vomi. Honnêtement, j'avais vomi le jour où j'ai suivi ça. J'avais vomi. Réellement, ça vous étonne, mais je suis engagé. Je suis quelqu'un. C'est-à-dire, même mon ministère, j'ai dit à Dieu, mon ministère, c'est pour l'Afrique. C'est pour la libération de l'Afrique. Je ne vais jamais accepter. Voilà pourquoi. Je suis d'ailleurs, et pour ceux qui ne savent pas, je suis le premier Camerounais à faire de l'activisme sur les réseaux sociaux. La première vidéo où on dit, allez dans les archives, j'ai essayé de fouiller, la première vidéo dans l'activisme sur les réseaux sociaux, c'est moi. Et vous savez sur qui j'ai tiré sur cette première vidéo? C'est sur le SDF, mon parti politique, que j'ai tiré sur cette première vidéo. Pour ceux qui me suivent, ils savent que quand il s'agit des mots du SDF, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Non. Je ne suis pas politicien dans le sens commun, le sens là, non. Même quand il faut tirer l'oreille de mes coéquipiers ou co-combattants, je le fais. Je n'ai pas de réserve quand il s'agit. Parce que mon premier parti d'abord, c'est le peuple. Mon premier parti s'appelle Cameroun. Et tout le reste, là, le SDF, ça vient après. Mais mon premier parti politique, c'est Cameroun. Tu milites pourquoi Cameroun? C'est mon premier parti. Donc, tant que le SDF ne défend pas les intérêts du Cameroun, ou fait la politique avec le Cameroun, je leur dis non, 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 ça ne marche pas. Peut-être voilà c'est pourquoi je ne suis pas aimé partout. Oui, mais nous avons choisi. Choisi, c'est le choisi. Écoutons ce que mon ami Kamto dit
des Africains par rapport aux Blancs. Je disais, juste pour terminer sur ce point que je n'ai, c'est pas un tabou, c'est le président Hollande lui-même qui, à Dakar, dans un discours de Dakar, c'est pour ça que je ne comprends pas les Africains, a dit, oui, lui-même parce qu'il est temps que l'on réfléchisse, parce que les Africains doivent tirer davantage parti du franc CFA. Je n'ai pas rêvé, je l'ai entendu et le discours existe. Mais où est-ce que les Africains ont commencé à réfléchir sur le franc CFA? En dehors d'aller se répandre avec des discours totalement machin sur les plateaux de télévision, j'ai rien vu, j'entends rien. Donc, de grâce, ne créons pas les conditions de l'effondrement de l'économie camerounaise demain par des prises de position à la fois irresponsables et non contextuelles. Nous sommes en 2014. Et voilà Kamto. Mais ce monsieur, et vous allez me dire que ce monsieur, mais ces intellectuels que la France fabrique là, franchement, et ça c'est bizarre ça, que monsieur Kamto tient de tels propos en 2014, et vous qui me suivez là, vous croyez que c'est normal? Mais c'est pas possible. Et vous allez dire que ce monsieur est intelligent? Peut-être intelligent, mais est-ce que vous allez dire qu'il est sage? Il manque de sagesse, ce monsieur. Comment en 2014, Kamto peut se poser la question de savoir quand est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA? Quand est-ce que les Africains, en 2014, quelqu'un qui d'ailleurs avait, lui Kamto, en Allemagne, en Hambourg, j'ai suivi une interview où il disait qu'il connaît Tidjane Pouémy, qu'il a été un proche de Tidjane Pouémy. Donc, Tidjane Pouémy qui est mort, je crois, en 82 ou 80, que tu dis connaître, et en 2014, tu te poses la question de savoir quand est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA? Et tu nous ramènes à François Hollande pour dire que c'est François Hollande qui a engagé et qui a demandé aux Africains. François Hollande, c'est pas possible. Vous voyez le complexe d'infériorité face aux Blancs? Non. Kamto, je suis plus important que François Hollande pour le Camerounais. Ma parole a plus de valeur au Cameroun que la parole de François Hollande. Si François Hollande, c'est ton maître, c'est ton Dieu, va en France le rejoindre. Comment tu vas nous insulter les Africains? Vous avez suivi cette vidéo. Il insulte carrément tous les économistes africains qui ont développé des grandes thèses sur la nullité des faits du franc CFA en matière de développer notre économie, nos économies africaines. Il a vraiment souillé la mémoire de Tidjane Pouémy. Quand il demande que quand est-ce que les Africains ont commencé à parler du franc CFA et que ce n'est pas Hollande qui a demandé, et vous croyez que ce monsieur est sérieux? Vous croyez qu'il est sérieux? Il peut vous vendre n'importe quoi parce qu'il veut se faire élire, parce qu'il veut votre vote. Il peut dire qu'il va faire descendre le ciel parce que c'est ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Il peut dire qu'il va construire les hôpitaux, construire les écoles. Mais il oublie que d'autres comme nous aimons la consistance. Il fallait que M. Kamto soit un homme de ses convictions, je l'aurais respecté. Mais je n'ai aucun respect pour lui. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre ces éléments. Et nous avons beaucoup d'autres éléments. Et nous allons dérouler dans les jours à venir. Parce que notre rôle, c'est de conscientiser le pays. Kamto a fait, Kamto est de ceux-là qui ont fait échouer l'espoir du peuple en 1992. En 2008, en 2018, nous n'allons pas l'offrir cette opportunité de se jouir de l'innocence du peuple. Nous ferons tout pour conscientiser le peuple camerounais, sans repli,
Et je combattrai tout cela. Par la grâce de Dieu, je gagnerai. Parce que mon combat, c'est un combat pour le peuple. Le peuple qu'on ne cesse d'abuser, qu'on ne cesse d'insulter son intelligence. Le peuple dont je fais partie de. Je suis une partie de ce peuple. On nous a tant abusés. Et le moment de notre réveil est venu. L'heure du réveil de l'Afrique, c'est maintenant. L'heure du réveil de l'Afrique commence avec vous. Tant que vous ne vous réveillez pas, l'Afrique restera dans l'obscurité. La lumière de l'Afrique est en vous. Faites briller cette lumière pour que la lumière, pour que l'Afrique puisse aussi briller. C'est à travers vous, c'est à travers moi que l'Afrique brillera. Si l'Afrique est sombre, c'est parce que nous avons laissé au-dedans de nous s'étioler la lumière de l'Afrique. Soyez bénis. Je disais